Depuis plus de 40 ans, Yakesh Saldubert fabrique des charrettes. C'est dans sa maison à Anglette qu'il crée ses instruments à la main avec passion. Fabriquer un charret demande plusieurs étapes. Tout commence par la cueillette de l'essence, de l'osier la plupart du temps, qu'il faut ébrancher pour obtenir une tige qui servira à la mise en forme du charret. Pour cela, plusieurs outils sont nécessaires, un sécateur, un canif, une râpe, un mètre et des ciseaux. Vous voyez, ça devient de plus en plus fin. Et quand j'arrive à peu près à cette hauteur, entre 1,40 m et 1,50 m, je coupe l'extrémité. C'est 1,40 m ou 1,50 m, c'est un peu plus que ce qu'il me faut pour fabriquer un cadre à la dimension normée ou normalisée internationale. Une fois la tige ébranchée, il ne reste plus qu'à la mettre en forme en la courbant pour créer le cadre du charret. Il faut travailler progressivement, parce qu'autrement, on casse. Voilà. Petit à petit, Yakesh courbe le cadre pour qu'il respecte les dimensions internationales, 57 cm de long et 18 cm au plus large de la tête. Maintenant, il y a des nœuds ici, c'est-à-dire les départs des branches, des branchettes que j'ai enlevées. Il y a des nœuds qui durcissent. Vous voyez, au-dessus de ce nœud, c'est presque droit. Vous voyez, alors que c'est plus courbé ici, ou plus courbé ici. Alors qu'au-dessus de ce nœud, là aussi, c'est presque droit. Voilà. Et donc, ces nœuds qui me gênent et qui m'empêchent de courber le cadre, il faut que je les enlève. Donc, pour enlever par exemple celui-là, voyez comment je m'y prends? Là, j'enlève un peu ici, et j'enlève un peu ici également. Le cadre est aux bonnes dimensions, il faut maintenant peler les deux extrémités puis les attacher avec un anneau en corde. Je le place là, je vais le faire remonter un petit peu, pour donner à ces deux extrémités, puisqu'elles sont rectilignes, pour leur donner la forme de la poignée. Alors je commence par la grosse partie. Comme il y avait une bosse ici, j'essaie de l'atténuer un petit peu. Et surtout, je vais insister sur cette partie grosse là. Voilà. Et un petit peu la partie fine. Donc quand je vais remonter l'anneau, vous voyez, il y a une petite courbe là. Les cadres de charret doivent être fabriqués par deux pour ensuite pouvoir être cintrés. Le cintrage est ce qui permet aux joueurs de mieux cueillir la pelote. Les cadres cintrés, il faut encore s'occuper des finitions avant de les faire sécher. La première étape est de peler le bois. Alors, je ne vais pas avoir besoin de peler cette partie qui est déjà assez fine. Inutile de l'affiner davantage, donc de l'affaiblir. Je vais seulement affiner une partie, à partir d'ici par exemple, qui va me permettre d'avoir moins de travail et d'avoir fini le travail plus rapidement. Avec un canif, Yakesh retire l'écorce de son bois afin de retirer quelques millimètres d'épaisseur pour que cette extrémité soit approximativement identique à l'autre extrémité. Voilà. Et une fois que j'ai pelé à mon goût, je remets en forme. Je réutilise les deux anneaux pour la base du bois et la forme de la poignée. Et ici, pour la dimension normalisée que je vérifie. Je suis à 18,5, je vais serrer un tout petit peu plus. Yakesh s'occupe ensuite de la poignée du charret qu'il doit râper à l'aide d'un étau pour que les extrémités ne glissent pas l'une sur l'autre. Ensuite, c'est pas fini. C'est pas fini. Ici, avec la petite scie, je vais faire une petite entaille ici qui servira au départ du tressage. Sur cette encoche,
je vais y mettre un double anneau. Ça, c'est un anneau simple. Et c'est à cette extrémité-là que je vais commencer le tressage. Et donc, cette extrémité ici, elle va supporter toute la tension du tressage, et notamment la tension que la pelote produira dans le filet. Il faut encore quelques coups de râpe avant de fixer chaque extrémité de la poignée avec une pointe. Par rapport à la dimension des deux extrémités jointes l'une à l'autre, il me faut une pointe qui rentre d'un côté et qui sorte de l'autre, et qui maintiendra les deux extrémités en rabattant l'extrémité de la pointe. La pointe dépasse, je la rabats. Et maintenant, les deux extrémités tiennent. Pour terminer, il suffit de passer un coup de papier de verre pour lisser la surface. Et donc, à partir de maintenant, lorsque ça a été poncé, je peux vernir. Voilà, il suffit d'un petit pinceau, un petit vernis, hop, ça y est. Et ça repart au séchage. Et quand le vernis est sec, à ce moment-là, je peux commencer à tresser. Pour commencer le tressage, il faut accrocher une ficelle fine d'environ 80 cm de long dans l'encoche du manche du charret, faire 2 tours et terminer par un nœud plat. Alors, le nœud plat, je croise les deux morceaux de ficelle, les deux extrémités de ficelle, je les rentre l'une dans l'autre. Voilà. Ensuite, j'observe comment ces ficelles sortent l'une par rapport à l'autre. Alors, celle qui était filochée là, dont j'ai écarté les brins, elle sort par-dessous. Donc, je vais la repasser par-dessous l'autre, et à nouveau, croiser ces brins et les rentrer l'un dans l'autre. Voilà ce que ça me donne. Normalement, il doit tomber à 5-6 cm du haut de la poignée. Voilà, maintenant, je peux serrer bien pour ne pas que ça se défasse. C'est ici en haut que je vais faire démarrer le départ du tressage. Autour des 2 anneaux, Yakesh fait un nœud coulant avec une extrémité de la ficelle. Avec l'autre extrémité, il prépare un écheveau. Tu commences à pincer l'extrémité de la ficelle et autour de 4 doigts, tu fais 9 tours. Il faut ensuite, dans l'autre sens, faire 4 ou 5 tours autour de l'écheveau. Quand tu es là, tu tournes comme ceci, tu vois, par devant, et tu rabats cet anneau, voilà, et là, ça tient. Il est temps de préparer les 11 nœuds de bois qui serviront ensuite à tresser le charret. Alors, ce qu'il faut retenir pour savoir comment construire le nœud du bois, c'est la ficelle pend à l'intérieur, puis la passer par-dessus et revenir dans la boucle qui pend. Et ensuite, la ficelle, on l'amène à l'extérieur pour la faire pendre. On revient par-dessus le bois et on rentre les chevaux dans la boucle qui pend. Et ensuite, très serré. Les nœuds de bois doivent être symétriques. Entre chaque nœud, il ne faut pas oublier de vriller la ficelle. Alors que jusqu'à présent, j'avais tressé dans le sens des aiguilles de la montre, maintenant, à partir de là, je vais tresser dans le sens contraire des aiguilles de la montre. Donc, je vais tresser en 8. Pour aller dans l'autre sens, je vais aller de l'autre côté et rentrer dans le double tour. Voilà. Ensuite, je vais ramener donc un peu au-delà de l'axe et je défais les chevaux. Parce que maintenant, il va falloir que je passe là, entre le premier tour et le bois. Et les chevaux est trop volumineux pour passer là. Donc il faut défaire les chevaux. Il faut maintenant passer au nœud de tresse. Tu plonges avant le nœud pour passer sous le nœud et ressortir après le nœud. Et à ce moment-là, tu tires toute ta ficelle. Tu la vrilles. Et tu reviens, toujours de la même façon, sous le brin, avant le plongeon. Après avoir aligné 6 tours, il faut alors réunir les 2 tresses d'en bas. 1 et 1 prime, on les serre ensemble 3 fois. Hop, je plonge, mais au-dessus
Et vous avez pu remarquer qu'en doublant quelque part, à un endroit quelconque, la ficelle, je n'ai pas besoin de tirer sur toute la longueur de la ficelle. Et là, je repasse sous le brin. Voilà, donc j'ai serré une première fois les 2 premières tresses. Après le 7e tour, donc, j'ai serré une deuxième fois, j'en fais un 8e, et quand j'arrive à la fin du 8e, je ne vais pas serrer en quelque sorte, parce que je vous ai dit ici, je passe 3 fois, c'est-à-dire 2 fois serrage, plus 1, c'est-à-dire que chaque fois que je serre une tresse contre l'autre, j'ai fait un petit pont d'une tresse à l'autre. Comme je serre 2 fois déjà, il y a 2 petits ponts. Et maintenant, je vais écarter ces 2 petits ponts pour, à la fin du 8e tour, me contenter, non pas de serrer une 3e fois, mais de passer entre les 2 ponts. Et de sortir en vrillant. Voilà, je suis passé 3 fois ici. Yakesh continue de tresser et au 9e tour, il resserre les 2 tresses du niveau 2. Je vrille et je rapproche les tresses. Alors comme il y en a une un peu plus étirée que l'autre, je vais équilibrer un peu la tension. Voilà. Là, je tourne le chalet, je tiens le nœud que je viens de faire et je repars, encore pour un tour. Et c'est lorsque je vais arriver à la tresse numéro 6, c'est la tresse de l'axe, et c'est à ce moment-là que je vais faire -1 par rapport à la tresse numéro 6. Qu'est-ce que ça veut dire -1? Ça veut dire que je ne vais plus faire de nœud sur la tresse -1. Au total, il faut près d'1 heure et demie pour tresser entièrement le charret. J'ai réussi à faire tous les tressages de tresse. Maintenant, j'ai un morceau de ficelle là qui pendouille. Alors, cette ficelle qui pendouille, ici, elle ne va pas me gêner, mais au contraire, elle va être une protection en quelque sorte sur l'ensemble du tressage. Donc, je la laisse devant ici. Mais pour ne pas qu'elle pendouille tout le long, je vais faire un tour du petit pont entre les tresses 2 et 2', et en arrivant par-dessus, je fais un tour mort, là, autour, puis je remonte, je passe ici pour redescendre, et je vais remonter entre les 2 ponts qui ont serré les tresses en prime. Alors, pour terminer, ici en bas, je vais faire un palan. Allez, dans la poulie d'en bas, dans la poulie d'en haut, et ici, comme il me manque un petit bout de ficelle, j'ai une chute qui va me permettre de rallonger un petit peu. Je la raccorde par un nœud plat à l'extrémité de la ficelle du tressage. Je serre à fond. Voilà. Et là, donc, autour des 2 brins ici du double tour, je fais comme au nœud du bois, c'est-à-dire à l'intérieur, par-dessus, dedans, à l'extérieur, par-dessus, dedans, et je finis par un nœud coulant que je vais rapprocher de ce nœud du bois que je viens de faire, non pas autour du bois, mais autour des 2 brins. Voilà. Je serre fort, en tirant avec mon ongle, et je lui coupe les moustaches. Le tressage terminé, il ne reste plus qu'à élaborer la poignée du charret. Un petit nœud à l'extrémité de la ficelle. Je fais une boucle. Cette boucle, je la place sur la poignée. La boucle vers le haut, les extrémités vers le bas. Il y a une toute petite encoche qui permet, ou qui empêche plutôt, qui permet à la ficelle de rester en place, ou qui l'empêche de glisser le long du manche. Voilà.
Donc je fais un ou deux tours et après je peux serrer à fond. Et je fais des tours autour, les uns après les autres, de la poignée. Je serre bien au-dessus de l'enroulement. Voilà. Je serre les vrilles les unes avec les autres, enfin les vrilles, les tours les uns contre les autres. Voilà. Et lorsque je suis content de la longueur de ma poignée, je coupe à ce moment-là. Je vais rentrer l'extrémité que je viens de couper dans la boucle, dans le haut de la boucle. Après avoir entouré, je rentre l'extrémité dans le haut de la boucle. Voilà, je la maintiens ici. Et d'ici en bas, ça c'est l'extrémité de l'autre extrémité de la boucle. D'ici en bas, hop. Voilà. Voilà. Maintenant, pour suspendre le poignet, le chalet à un clou, comme là par exemple, je fais une petite boucle. Et avec cette boucle, je fais un nœud coulant. Je ramène le nœud le plus près possible de la poignée. Voilà. Je serre bien et je coupe les moustaches. Ce chalet est terminé. Voilà. Alors pourquoi Pilota Sign a-t-il décidé de faire confectionner une vidéo sur la fabrication du chalet? D'abord par souci de transmission. Ensuite, parce que nous avons mené une petite réflexion sur des raisons profondes. En particulier, nous avons constaté que la mondialisation de l'économie et du tourisme, mais aussi des conflits malheureusement, ont fait prendre conscience à l'humanité des XXe et XXIe siècles de la richesse de son patrimoine culturel, qui avait été donc détruit en certaines ou oublié. Cette conscience s'est traduite dans le monde occidental par l'institutionnalisation des journées européennes du patrimoine. C'est relativement récent. Elle a sans doute été confirmée et accentuée au Pays basque des 7 provinces notamment, mais aussi de la diaspora, par la conviction que la pelote basque constituait un patrimoine culturel et un élément de son identité, de ce Pays basque des 7 provinces plus une. Ainsi, feu le président de la Fédération française de pelote basque et vice-président de la Fédération internationale, il ne faut pas l'oublier, créée dans les années respectivement 1921 et 1929, Maurice Abébéry, édicté et publié dans le magazine Pilota les fondamentaux de la pelote basque. D'une part, elle fait partie d'un patrimoine culturel et elle est également le sport d'un peuple pour tous les peuples. Elle est devenue un sport et un loisir international, avec, depuis 1952, ses championnats du monde. Elle a été sport de démonstration aux Jeux olympiques et ambitionne d'y être admise comme sport de compétition. La Fédération internationale est reconnue par le Comité international olympique. Les objectifs de la modeste vidéo que nous vous présentons ici sont d'une part d'abord de rappeler à quoi a conduit cette conscience fondamentale de la richesse patrimoniale de la pelote basque, à l'inscription ponctuelle de certaines spécialités savoir-faire à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel du ministère de la Culture en France, bien entendu, mais également en Espagne
et à la création de commissions patrimoine au sein des fédérations citées, c'est-à-dire la Fédération française et la Fédération internationale. Celle de la Fédération française a pour objet ou objectif d'obtenir globalement pour la pelote basque dans son ensemble le label patrimoine de l'institution UNESCO. Ceci est assez clairement indiqué dans le pilota numéro 193. Ensuite, un des objectifs de cette vidéo, c'est d'inventorier de façon non exhaustive l'ensemble des éléments constituant la richesse du patrimoine pelote basque à préserver, l'histoire de son évolution, ses spécialités, dont bien entendu l'artisanat et les installations qui permettent leur pratique, leur expression artistique, linguistique, alors expression linguistique et littéraire, et bien entendu les femmes et les hommes qui ont illustré et continuent de le faire, en particulier la spécialité de Chalais. Pour donner un exemple de cet artisanat, on a choisi bien entendu l'artisanat que nous maîtrisons le mieux. Il y en a d'autres qui ont fait l'objet de vidéos, en particulier la fabrication du chistera par la famille González. Donc, chez nous, c'est un artisanat simple, populaire, éminemment abordable, puisque moi-même, j'ai réussi à m'y adonner et m'y habituer. Et bien entendu, permettant la pratique de cette spécialité reconnue internationale depuis la création de la Fédération internationale et de la nécessité de la transmission de ces savoir-faire encore trop peu divulgués. En l'occurrence, la fabrication du chalet, en basque filet, dont les bienfaits et potentialités de pratique, c'est-à-dire les sensations que l'on peut en retirer sur toute installation, due à la légèreté de l'instrument et des pelotes, intéresse bien entendu autant les garçons que les filles ou que les filles et les garçons.